C'était ce matin Serge Papin, le PDG de Système U. Bonjour. Bonjour. 4e groupe de distribution en France, 70 000 collaborateurs, c'est cela, C'est Serge ça, Papin. tout à fait. Vous avez un poids considérable. Bah oui, On n'est pas les plus gros. On n'est pas les plus gros, mais oui. Pour nous consommateurs. Oui, pour nous consommateurs. exactement. Alors les prix. Je voudrais toujours commencer avec les prix, parce que les fêtes de Noël approchent, parce que le pouvoir d'achat des Français, c'est l'une des préoccupations essentielles. La guerre des prix. C'est terminé la guerre des prix ou ça se poursuit entre distributeurs? C'est pas terminé. Pour autant, il y a quand même la notion de prix responsable qui commence à... C'est quoi un prix responsable? Voilà. Alors, moi je suis assez content parce que je milite pour ça depuis un petit moment, mais c'est un prix qui est respectueux de l'ensemble de la filière. Parce que si on recherche le prix à tout prix, et qu'on fait porter ça, par exemple, sur les paysans, qui est la variable d'ajustement, sur les producteurs, puisque on demande au transformateur de faire un prix, le transformateur, lui, va se retourner contre le producteur. Ça veut dire qu'on met à mal tout un pan de l'économie française, l'agriculture. Donc il y a une PME, responsabilité il y a une fragilité de la grande distribution, une responsabilité. Je le dis pour faire. Alors on va pas faire n'importe quoi. Il s'agit pas. On est conscient que le pouvoir d'achat, voilà, c'est difficile, etc. Mais pour autant, il faut trouver ce qu'on appelle le juste prix, qui soit un prix respectueux aussi de la rémunération de la production ou des PME. Et on est à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus facile qu'on est en déflation. En ce moment, je le rappelle, pour la troisième année consécutive. C'est vrai, Serge Papin. On va parler du bio, on va parler de quantité de choses dans ces 20 minutes, mais vous voulez interpeller les candidats à la présidentielle. Vous leur dites il faut plus de transparence dans la composition des prix, justement. C'est-à-dire c'est-à-dire d'abord, je crois, enfin j'ai vu, je suis content dans un des programmes des candidats à la présidence qu'ils voulaient bouger ce qu'on appelle la loi de modernisation de l'économie. C'est quoi pour les auditeurs, les téléspectateurs? C'est la loi qui régit les rapports industrie-commerce, et cette loi est une loi qui favorise le plus fort. Et on a vu les conséquences que ça avait sur l'ensemble de la filière, entre les PME et les... Alors, que demandez-vous? Moi, je demande à ce que on puisse revoir et amender cette loi, et qu'on fasse, par exemple, un accord qui prennent en compte l'ensemble des parties prenantes. Mais imaginez qu'au moment concrètement, au moment des négociations, si on discute avec Danone ou avec Lactalis ou avec un grand opérateur, qui est aussi les responsables des organisations de producteurs laitiers, donc qui vont représenter les producteurs autour de la table, les distributeurs, les grands transformateurs, les grands industriels et nous-mêmes. Vous-même et les producteurs. Et les producteurs, qu'on puisse enfin s'engager sur un prix au moins minimum, pour la production agricole, de manière à ce que tout le monde vive en toute transparence. Puisse vivre. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas regarder d'une manière insensible la situation des agriculteurs français, Serge Papin. Vous vous sentez responsable de leur situation? Absolument. On est engagé avec eux depuis de nombreuses années. Je vais vous citer un autre exemple. Mais est-ce que vous êtes coupable de leur situation? Vous, les grands distributeurs, en tous les cas, on est responsable. Le monde agricole, on est responsable. Vous avez vu les revenus, la chute des revenus des agriculteurs? On est responsable de ce qui se passe. Nous, on a pris une initiative, Jean-Jacques Bourdin. On paye, depuis l'été dernier, 1 € de plus la viande bovine, ce qu'on appelle le cœur de gamme. C'est-à-dire, on est passé très précisément de 3,50 € le kilo acheté en carcasse à 4,50 €. Pourquoi? Pour aider à sauver la filière bovine. Et notre initiative a entraîné l'ensemble de la distribution. Donc vous voyez bien que concrètement, c'est un engagement, ça, qu'on a pris, et avec qui on l'a pris? Avec la Fédération nationale bovine. Donc ça, c'est des choses concrètes. Donc c'est possible. Alors pourquoi est-ce que toute la grande distribution ne fait pas comme vous? Et pourquoi est-ce que vous réunissez pas, vous, distributeurs, pour justement... donner un coup de main à toute la filière? Parce que on est... Alors, je pense que je peux parler à l'imparfait désormais. On était dans cette logique destructrice de guerre des prix qui... Mais pourquoi vous parlez à l'imparfait? Parce que je pense qu'on va tourner la page de ça. Parce qu'on est obligé, on ne peut pas... Parce que vous tous êtes capables de vous mettre autour de la table?
Je sais tout ce qui vous oppose, par exemple, à Leclerc, à Michel Leclerc, ou à d'autres. En tous les cas, tout le monde est lucide et sur cette situation. Et c'est pour ça que je crois ce qui va nous aider, peut-être, souhaitons-le, au mois de mai prochain, le prochain candidat, le prochain président de la République, dans sa réforme qu'il va porter, est obligé de prendre en compte cet élément-là. Vous vous rendez compte toute la responsabilité que vous avez, Serge Papin, vis-à-vis des agriculteurs, des producteurs, vis-à-vis aussi de la qualité de vie. Par exemple, vous videz les centres-villes, par exemple. On vous accuse, en ouvrant des magasins de tous les côtés, vous tuez le petit commerce, vous. C'est vrai tout ça ? Écoutez, le commerce, je vais vous dire, il n'invente rien. Il ne fait que s'adapter à son époque. Alors, dans les années 80-90, la France voulait consommer plus. On avait une société qui était avide de consommation. Puis les villes s'étalaient avec des lotissements en dehors des villes. Là, c'est là aussi un peu derrière nous. Les gens veulent consommer mieux plutôt que consommer plus. Et il y a un retour sur le centre-ville. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous savez, les grands hypermarchés, les très grands hypermarchés, ils sont en train... Est-ce que les grands hypermarchés perdent du chiffre d'affaires ? Exactement. Et la proximité... Et la proximité se développe en ville ou en toute première C'est-à-dire qu'il y a un retour forum. dans la distribution vers le centre-ville. Il y a un retour, puisqu'il y a un retour de la population vers le centre-ville. Nous, on suit les clients. Voilà. Vous suivez les clients. Exactement. Donc, vous voyez ce modèle. Et puis, regardez aujourd'hui l'artisanat des métiers de bouche, les bons bouchers. Ils se développent en ville, les bons boulangers, ils se développent en ville. Vous savez quelle est la vraie difficulté ? C'est de trouver des gens qui veulent être bouchers, qui veulent être boulangers, qui veulent être pâtissiers. Exactement. Mais autrement, il y a de la place pour tout le monde, et ça, c'est ça qui est formidable. Oui. Et vous dites aujourd'hui on ouvre aujourd'hui de moins en moins de grandes surfaces. De très grandes surfaces, c'est très grandes surfaces, c'est fini. Ça c'est plutôt. Alors, quand je dis des magasins de proximité, ça peut quand même être des magasins qui font 2000 mètres carrés, qui sont en périurbain, parce que il faut voilà. Et pourquoi pas ça en ville. Du commerce de centre-ville quand même. Non, mais il y a aussi du commerce centre-ville. Nous, on a 2 enseignes qui sont en ville, ces petits magasins Utiles et U-Express. Il y en a beaucoup dans le sud notamment, et ces magasins-là se développent bien. En effet, on a aussi un projet assez vaste sur les magasins de proximité. C'est donc une tendance. C'est une tendance. Autre tendance, le bio. Et vous êtes à la pointe du bio, vous, dans votre distribution. Le bio de plus en plus demandé. D'ailleurs, dans les rayons, on voit de plus en plus. Il explose en demande. Exactement. Oui, le problème, c'est que la France ne produit pas suffisamment. Alors d'où vient tout ce bio ? Alors il y a une. Nous on a aidé à la conversion d'un certain nombre d'agriculteurs, producteurs de lait. Plus notamment. de 2 ans minimum pour se mettre aux normes. Pour se mettre pour passer en bio. Pour passer en bio, voire 3 ans pour le lait. 3 ans pour le lait. Oui. Alors, on a accompagné, par exemple, on a 1200 producteurs de lait qui fournissent le lait français. Produit en France et qui le lait à notre marque. Et on est à 20 millions de litres de lait. Le porc, exactement pareil, on a contractualisé et on est le premier acheteur français de porc bio. Par contre, on a une vraie difficulté sur les fruits et légumes qui, en effet, là, sont importés. De l'étranger. Parce qu'il n'y en a pas assez en France. Pas que les fruits et légumes, les pâtes, le riz, les céréales. Exactement, il y a beaucoup. Alors, on a les condiments. On a là, Jean-Jacques Bourdin, une responsabilité aussi. C'est d'aider à la conversion vers le bio, les œufs aussi, les grandes matières premières, pour que, avec nos partenaires producteurs, agriculteurs, on puisse satisfaire la demande, parce que le bio, c'est un contrat de confiance entre le consommateur et le producteur. C'est un meilleur respect de la santé, un meilleur respect de l'environnement, une rémunération du producteur qui est meilleure. Donc il y a des vertus qui sont intéressantes. C'est une augmentation permanente de la demande. Là ça explose cette année. On est à une demande de plus de 20% en bio. Aujourd'hui, une augmentation de 20%. C'est-à-dire que les produits bio progressent de 20%. C'est-à-dire qu'un client sur 5 qui entre dans vos magasins. C'est-à-dire que la croissance du bio est de l'ordre de 20%. La croissance des produits bio. 20%. Vous avez mesuré sur 100 clients combien viennent acheter des produits bio. Si je prends par exemple une grande matière première comme le lait, 20% de nos volumes sont du bio. 20% nos volumes, c'est énorme. On fait 100 millions de litres de lait à notre marque. Et donc on en fait 20% en bio. Vous vendez 20 millions. 20 millions de litres de lait bio.
de litres. Oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Ah oui, c'est énorme. beaucoup, 20% donc des ventes. Oui, pour le lait. Pour le lait. Voilà. Mais d'autres produits aussi. Les œufs, c'est comparable, par exemple. Les œufs, c'est comparable. Exactement, c'est Je 20% regardais, aussi. 76% des produits bio consommés par les Français viennent de France, quand même. Hein, 76%. c'est quand même pas non, mal. mais c'est vrai. C'est quand même pas Mais mal. beaucoup. Mais comment vois- arrivez-vous à contrôler la qualité du bio venu de Alors il y a un l'étranger? label. Oui. Alors voilà. Alors l'étranger, Ah, on oui. le sait, mais il passe par sous les fourches du label AB, qui Oui. est un label d'ailleurs le plus exigeant d'Europe. Et il faut qu'on soit là aussi très méfiant parce que les pays anglo-saxons essaient de faire du bio un peu plus permissif avec simplement le label organique. Je pense que c'est bien qu'on tienne les positions sur le label AB, qui est vraiment un label reconnu et exigeant. Et vous savez ce qui se passe, moi qui suis vendéen, qui est une terre d'élevage, Oui. je vois, il y a des jeunes agriculteurs, des jeunes éleveurs qui se convertissent au bio. Donc on a une nouvelle génération qui est aussi en train de s'installer dans les milieux de production agricole, et un certain nombre de ces jeunes préfèrent faire du bio parce que d'abord ils ont une meilleure rémunération, puis ils font un métier peut-être aussi d'une manière plus tout à l'heure différente. sur RMC, vous allez rester avec nous dans Bureau de vote et nous allons essayer de répondre à la question, est-ce que le bio est forcément plus cher? On y il est répondra. forcément plus cher ou pas? Il est pas moins cher, c'est sûr. Il est pas moins cher, mais il est pas. Ça dépend à Pourquoi quoi. est-il forcément plus Voilà, cher? ça dépend à quoi on le compare. Oui. Parce que, vous voyez, si je prends juste rapidement, si je prends un litre de lait bio, bio, donc ça vaut 1 euro. Si je le compare avec un lait de grande marque, conventionnel, c'est le même prix. Par contre, si je le compare avec un lait dit premier prix, mais qui n'a pas du tout les mêmes qualités, il vaut 60 centimes d'euros. Donc il est quand même plus cher qu'un lait premier prix. Mais c'est pas du tout le même produit. Mais il n'est pas plus cher qu'un litre de lait de grande marque. Exactement. Pas plus En cher. bio, non, bio. en lait. Hein, voilà. En lait, oui, Voilà, en voilà. lait. Bien, la mécanisation, la robotisation dans les grandes surfaces. Ça aussi, vous avez une responsabilité sociale aussi, Alors, Serge Papin. Est-ce que ça supprime des emplois ou pas? Alors, moi, j'ai une inquiétude, je dirais, plus générale que notre métier. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est marrant parce que cette question-là n'est jamais abordée dans aucun débat auquel on assiste de partout sur, par exemple, les présidentielles. Il y a aujourd'hui, avec la numérisation, la digitalisation, plein de projets dans toutes les entreprises de changer les emplois par des robots, par de la mécanisation, partout. Donc, comment on va faire? Comment on va faire? Moi, c'est une inquiétude. Des J'ai pas la robots qui vont solution. accompagner les clients Parce que- dans les rayons. Ah Il oui, n'y aura alors, plus personne aux ça- caisses. Plus personne aux caisses bientôt. Moi, j'y crois. Vous n'y croyez pas? Non. Je vais vous dire. Ah bon? Non, parce que non mais quand on voit le buzz qu'a fait le projet, ce n'est qu'un projet du magasin d'Amazon à Seattle qui est tout automatique. Attendez, nous la modernité, Jean-Jacques Bourdin, c'est d'avoir un boucher dans le magasin qui dit au client d'où vient la viande, qui est capable de dire combien de temps il faut pour la faire cuire. Nous, on est des commerçants, on veut que les clients qui viennent au magasin vivent une belle expérience et ils nous demandent que l'on incarne le lien. Et la modernité, c'est pas C'est pas l'automatisation. Amazon, la modernité. Non, je sais qu'Amazon, vous commencez à vous battre contre eux, Amazon parce que ils alors, viennent sur votre terrain. Hein. Oui, mais alors, le sujet d'Amazon, on n'a pas peur d'Amazon, mais le sujet d'Amazon, c'est que les taxes, il les paie pas. Je vais vous dire, il y a une taxe, la principale taxe que paie la grande distribution en France, ça s'appelle la taxe sur la grande surface. C'est plusieurs millions d'euros, c'est assis sur les mètres carrés. Amazon n'en paie pas, puisqu'il n'a pas de magasin. Donc il ne paie pas cette taxe. Et ensuite, il est logé en Irlande, il ne paie pas d'impôt sur les bénéfices. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est scandaleux. Donc il faudrait qu'il y ait les mêmes règles. Moi, j'ai pas peur de la concurrence, à condition que les règles soient les mêmes. Parce que mais Amazon maintenant promet de livrer tous les produits très vite, à domicile. Eh ben nous, on pourra. Comment aussi, allez-vous rivaliser? On pourra aussi faire ça, mais on veut que les gens, je suis commerçant, ce que je veux, c'est que les gens y viennent dans les magasins. Donc si on fait du numérique, ça sera au service du magasin pour que les gens vivent un bon moment dans le magasin. Et pour qu'ils vivent un bon moment dans le magasin, il faut des gens qui soient des hommes de métier. Il faut des êtres humains. Il faut puis il faut des gens qui, je dirais que c'est presque des artisans, des boulangers, des pâtissiers. Vous allez des aller bouchers. vers là? Ah oui. Plus d'artisanat, Écoutez, plus de... beaucoup plus. Regardez, on vient d'ouvrir dans nos magasins, on ouvre des caves à maturation de la viande. Ça fait un carton. Les gens, alors pas
pas tout le monde, mais Oui. on vend de la viande maturée, on refait du fait maison, on fume du saumon, on a parfois dans certains magasins, on trouve des cuisines. Donc tout ce côté, Tous ces métiers traditionnels, oui. C'est Oui, quelque chose de vous formidable. me dites, oui, le problème c'est qu'on ne trouve pas de boucher ni de boulanger. Alors voilà, apprentissage. là où on a une responsabilité, c'est sur la formation. Vous ne formez pas vous. Eh ben on forme. Pourquoi est-ce que vous, parce que votre responsabilité, elle est aussi là. Eh ben, vous voyez, on a même, on a ce qu'on appelle des contrats de qualification professionnelle, où on propose même à des jeunes qui sont sans formation, parce qu'on intègre beaucoup de jeunes sans formation, eh ben on leur propose de faire un CQP et qu'ils aient à la fin un diplôme pour devenir, par exemple, boucher ou boulanger. Donc on forme les gens. Mais juste pour rebondir par rapport à votre question, c'est la question, c'est si tout le monde robotise, si tout le monde mécanise, où est-ce qu'on va trouver des emplois? Ça, c'est une question. J'aimerais bien que cette question-là soit abordée par les candidats à la présidentielle, parce que c'est un vrai projet de société. Sur l'apprentissage, est-ce qu'il faut assouplir les règles, la législation, parce que c'est vrai que le jeune apprenti ne peut pas travailler trop tôt, il ne faut pas lui faire certaines tâches. L'apprentissage, c'est une belle formation. Oui. C'est une belle formation et il faudrait simplement convaincre les parents que c'est pas de l'échec scolaire. Parce que souvent, on a donné l'image que l'apprentissage, c'était celui qui pouvait pas aller au bac. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, Serge Papin. Alors, mais vous les avez, ils tapent à la porte, les apprentis ou pas? On a des apprentis pour nos métiers de bouche. Donc les magasins sont très engagés sur l'apprentissage. Il faut faire la promotion de cette formation, parce que c'est de la vraie formation, et ça demande aussi que le maître d'apprentissage soit quelqu'un d'ouvert, soit quelqu'un de pédagogue. Ouais, mais c'est la responsabilité aussi. C'est aussi votre responsabilité. Et puis, vous savez, moi j'ai beaucoup d'exemples. Ça, c'est intéressant. J'ai beaucoup d'exemples de jeunes qui sont rentrés comme apprentis chez nous et qui, au bout de 15-20 ans, parce qu'ils en avaient le courage, la volonté et tout, sont devenus des patrons de magasins et propriétaires de magasins. C'est ça le modèle coopératif de Système U. C'est que ça permet l'ascenseur social, on démarre comme apprenti. Oui, mais vous ne pouvez pas faire ça chez Carrefour. Vous ne ferez pas, ne deviendrez jamais. Si vous rentrez comme apprenti chez Carrefour, vous ne serez pas propriétaire d'un magasin Carrefour. C'est un groupe intégré. Chez Système U, on le peut. Oui, on peut avoir son magasin à soi. C'est le modèle coopératif, c'est la différence. Est-ce que la grande distribution, globalement, vous me dites globalement la guerre des prix, c'est un peu terminé? Non, mais ça s'estompe. Ça s'estompe, oui, d'accord. C'est pas complètement terminé, si j'ai bien compris. Mais vous êtes regroupés, vous avez une fédération, vous avez tout le monde n'y est pas dans la fédération. Alors, voilà, tout le monde n'y est pas. Déjà, ça commence mal votre affaire. Non, parce que on a tellement fait de reproches à la grande distribution, qui est la plus puissante du monde, la grande distribution française. Oui, une des plus puissantes du monde. Une des plus puissantes du monde. On fait souvent un mauvais procès, parce qu'il y a le discours ambiant, puis il y a la réalité vécue. Vous savez... combien gagne une caissière chez vous? Combien gagne une hôtesse de caisse, puisqu'on ne dit plus une caissière maintenant. Oui, eh bien, elle gagne au moins 15% de plus que le SMIC. Alors, je ne sais pas combien ça ferait, je parle. Le SMIC est à 1466 euros brut. Et sur 13 mois, et la plupart des magasins, moi qui ai un magasin en Vendée, c'est 15 mois de salaire, et je donne des médailles du travail chaque année pour 20 ans, 30 ans, où il y a des gens qui sont heureux et qui sourient. Ils sont là depuis de nombreuses années. Donc ça, il faut se méfier. Vous savez, je connais des journalistes qui sont moins bien payés en démarrant que les caissières des magasins. Bien, merci Serge Papin d'être venu nous voir. Vous allez poursuivre sur RMC dans quelques minutes. Il est 8h57. Merci à vous.